Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Si on parlait patrimoine, édition spéciale 150e de l'Israélie. Aujourd'hui, en compagnie de mon ami Guy Toupin, on va visiter ensemble une exposition qui s'est tenue en juin et qui avait pour titre La vie à d'Israélie. Qu'est-ce qu'on retrouvait en général dans cette exposition, Guy? On a voulu faire un peu une rétrospective du livre, d'une certaine façon, mais de l'aspect commerce et industrie. Spécifiquement sur ces deux sujets-là, parce que c'était vraiment le cœur industriel et commercial de d'Israélie, c'est les commerces. Et tous les objets qu'on voit viennent de d'Israélie, proviennent de d'Israélie? Tous les objets qui sont à l'intérieur viennent de d'Israélie, effectivement. Est-ce que c'est difficile d'avoir beaucoup d'objets du temps passé, ou si c'est vraiment disparu, ou c'est caché, il faut les trouver? Est-ce que c'est compliqué de trouver des artefacts de la vie passée? C'est surtout, typiquement sur d'Israélie, oui, c'est plus difficile un peu parce que les gens ne sont pas nécessairement conscients de l'intérêt des pièces. C'est comme un peu partout, hein? C'est des vieilles affaires. Souvent, sont mésestimés, on les retrouve soit dans le champ, dans le fond du garage, empilés sur quelque chose. Sauf que, comme on avait, ça fait 2 ans et demi qu'on pense à fête du 150e, mais ça fait aussi 2 ans et demi qu'on ramassait des pièces le plus possible de d'Israélie. Alors, on va commencer avec ce qu'on peut observer dans cette exposition. Tout d'abord, la gare. On y voit des photos, bien sûr, mais il y a aussi une vieille lampe qui est là, qui rappelle la gare, qui a été très, très, très importante dans l'histoire. En partant, il faut dire que d'Israélie est un centre administratif. C'est un centre de service à l'époque, pour tous les villages alentours. En 1924, à d'Israélie, on dénombre 186 commerces. Ils sont comparés à Thetford un peu dans ce temps-là. Pour la même période, Thetford devait avoir à peu près 35-40 commerces. Oh, c'est vraiment le gros centre. C'est le gros centre. Et si tu veux avoir un médecin, un avocat, un notaire... les hôtels. Les hôtels et autres, tu n'as pas le choix, il faut que tu viennes à d'Israélie. En partant, tu as ça. La gare et le centre. Parce que d'Israélie est fondé par la Drave, mais a pris son essor avec le chemin de fer. Puis la gare, c'est la pièce maîtresse, parce que si tu veux avoir des commerces, si tu veux avoir des industries, ça prend des routes. Puis à l'époque, les routes, c'est le chemin de fer. Sauf que de la gare, il ne reste plus grand-chose. La gare a été démolie dans les années 70. Il restait quelques petites pièces qu'on a retrouvées par des purs hasards. T'sais, on fait des expos assez régulièrement que les gens viennent nous voir. Elle a dit, il y a une personne qui m'a amené une lampe, qui était dans le bureau du chef de gare, avec une fleur de lys sur le globe, etc. C'est une pièce que j'ai déjà vue dans des catalogues, mais je n'avais jamais vu la pièce réelle. Fait qu'elle m'a amené ça, puis c'est une donation qu'elle a faite à la Société historique en même temps. Wow. La plupart des vrais collectionneurs qui sont venus dans l'expo m'ont tous demandé si elle était avant. Wow! Elle était où exactement? Elle était dans le bureau du chef de gare. C'était suspendu juste au-dessus de son guichet, normalement. On a avec ça la vraie dactylo, machine à écrire, tout le monde appelle ça une dactylo, qu'il y avait dans son bureau aussi. On n'a pas retrouvé l'enseigne qui indiquait la gare. Malheureusement, on n'a pas l'enseigne, mais on a le serveur, ce qu'on appelle
le diable. Le diable pour transporter les bagages. Pour transporter les bagages. On avait une photo à côté où on voyait le diable appuyé sur le mur. Ça faisait partie de... Les autres objets, c'est les hôtels. Là aussi, moi, ce qui m'a frappé, c'est que on pouvait avoir une chambre pour 150 pièces la nuit. 150? 150, Pour moi, dans quelle année? t'as oublié de mettre un point quelque part. 1,5 pièce par jour. 1,5 pièce, excuse. 1,5 pièce, t'as bien raison. Ça, 150, c'est aujourd'hui. C'est ça. Il y avait aussi de la bière Foxhead. Ouais. Mais ça, il me semble que j'ai pas vu ça souvent, de la Foxhead. C'est des bières qui venaient de Québec, de la partie de Beauport. Et c'était des bières justement, on importait dans tous les petits villages. Et c'était comme une exclusivité. Quand tu vends celle-là, tu ne peux pas vendre les autres. Okay. À l'époque, c'est pas des dépanneurs. L'hôtel, c'est... Mais 1,5 pièce la nuit, est-ce que c'était cher ou pas cher? Avec tout le service, si tu considères que c'est un édifice éclairé, à lumière électrique en 1905, tu as un très bon restaurant, tu as un service d'étape de première classe. C'est déjà en partant. Tu sais, on est habitué aujourd'hui, quand tu vas dans un bon restaurant, tu laisses ta voiture à la porte, un système de valet qui va te porter ta voiture, qui te la ramène. À l'époque, ça existait déjà en 1905. On pouvait laisser sa voiture, son cheval ou sa voiture. Sa voiture, et on en prenait un grand soin. Une question qui me passe par la tête. La coexistence entre les chevaux et les voitures dans cette époque-là, ça s'est fait... Comment ça s'est fait, ça? Alors, ça s'est fait tranquillement. Mais regarde, il faut dire une chose, là. Les premières voitures roulaient à 15 000 à l'heure, au maximum. Okay. Ça, il fallait que la route... on a même le premier constat d'infraction qu'on voit à Disraeli. C'est Thomas Lapointe qui est propriétaire de la première voiture, qui, en traversant le pont, il l'a traversé à 15 000 à l'heure et il devait y aller seulement qu'à 5 000 à l'heure. Ah, c'est le premier ticket de l'histoire. Le premier ticket de l'histoire, 7 C'était une grosse amende pour l'époque. C'était plusieurs nuits à l'hôtel, ça, comme ça. Il y a aussi la compagnie de téléphone de Disraeli. Oui. Alors, on en parle. Ça aussi, c'est important. Bien, tu vois, tu as Bell Téléphone qui est dans le Grand Québec. Mais le Grand Québec, pour eux autres, c'est les grandes villes. Okay. Les petites villes ne sont pas desservies. Fait que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, si tu veux avoir le téléphone, si tu veux te développer, tu n'as pas le choix. En 1910, on prend conscience que le téléphone est essentiel pour les commerces et l'industrie. Fait qu'on va commencer à installer. Puis c'est une compagnie privée qui va durer jusqu'en 1964 à Disraeli. Oh, un bon bout de temps, oui. C'est administré par 4 personnes, puis ils sont propriétaires, et ils vont commencer à installer tranquillement le téléphone. Alors ça, c'était un coup, 2 coups, 3 coups, là? C'est à peu près la même affaire. On a une photographie avec la standardiste, parce que tu n'appelais pas direct. C'est ça, tu appelais, elle, qui te branchait au bon numéro. On a souvent, dans le livre, vous allez voir, il y a des factures de commerce. Puis sur les adresses de commerce, tu as le téléphone 22, 23, 35. C'était pas trop compliqué. Non, c'était pas trop compliqué. Aujourd'hui, on fait plus de chiffres un petit peu. On parle aussi, bien sûr, des moulins à scie. Il y avait le moulin à scie Martin, Morin, Martel. Il y en a eu beaucoup d'autres aussi, je suppose. Il y a eu ici l'équivalent de 5 moulins à scie dans la région. Le premier étant celui de John Champoux. Après ça, tu as eu Morin, qui était peut-être aussi gros que lui. Et comme on dit, si tu veux avoir de l'industrie, parce qu'on fabriquait des caisses pour le transport. C'est ça, effectivement, il y a beaucoup de bois. Hein? Ça prend du bois. De tout temps ici, il y a eu 7 compagnies de fabricants de portes et châssis. On appelait pas ça des fenêtres à l'époque, de châssis. Ça prend du bois. Fait que plutôt que de l'importer, quand tu l'as ici, tu le scies et tu le fais. Ces compagnies-là approvisionnaient Thetford jusqu'à East Broughton parce qu'on a des contrats, on a eu des factures aux archives du Cégep. On a eu des factures où on livre
tant de fenêtres pour le moulin à Isbroton, pour la fabrication du moulin à Dabian, et la même affaire pour Thetford. Fait que tu vois un peu le genre, les moulins à scie avaient une importance capitale. Une des pièces qui nous frappe lorsqu'on faisait l'exposition, c'est la niveleuse d'un jaune éclatant. Mais c'est une niveleuse spéciale, mais qui a aussi une histoire un peu spéciale. On a retrouvé ça comment? Ça, c'est notre ami Jacques Rousseau qui l'avait vu à Disraeli à un endroit et ça lui a pris une bonne année et demie avant de pouvoir mettre la main dessus. OK. Et on s'est rendu compte, effectivement, que c'était une des premières niveleuses que Disraeli Paroisse a acquise à l'époque pour l'entretien des chemins. Ah, c'est tiré par un cheval ou des chevaux? 2 chevaux, c'est Deux bon. chevaux, OK, absolument. Et ça prend 2 conducteurs. Celui qui conduit les chevaux, qui est assis en avant, et celui qui conduit la pelle. La niveleuse qui l'ajuste, etc. Fait que déjà en partant, tu as déjà 2 employés. Wow! Mais les chemins étaient capitales à l'époque. OK. Parce que l'entretien des routes se faisait soit par chaque habitant, mais la norme n'était pas égale. Hein. Toi, tu pouvais bien entretenir ton bout, tandis que le voisin, c'est un peu moins. Fait que si on voulait vraiment faire quelque chose, on a acheté une niveleuse pour standardiser la manière de faire. L'autre appareil qui nous frappe, c'est un arrache-patate, c'est ça? Rotoculteur, je ne sais pas comment on peut définir. C'est un arrache-patate. Bon, on l'a mis là pour une simple et bonne raison, parce que Disraeli, comme on peut se rendre compte, n'est pas un village agricole. Effectivement, oui. Hein? Il n'y a pas de grand air. Il n'y a pas de grand air, il n'y a pas de grande ferme. Il en reste quelques-unes. Il y en a toujours eu quelques-unes. C'est toujours des terres qu'on appelle de survivance. Hein? On survit, on a quelques animaux, on a quelques... Tout ce qu'on fait, c'est pour nous, c'est pas pour vendre. Non, c'est pas... On en fait un peu pour un surplus, sauf que le type de pièce qui est dans l'exposition, l'arrache-patate, est là exprès pour démontrer que c'était pas convenable pour ici. Ce type de pièce-là sert effectivement à arracher les patates parce que tu as un andin, une lame qui va chercher puis qui pousse les patates hors de... Ça va bien quand tu es à Drummondville, Saint-Hyacinthe, dans les belles terres. Pas trop de roches. Pas de roches. Mais ici, quand tu as des roches, ça ne fonctionne absolument pas. La personne qui l'a acheté, d'ailleurs, M. Fortier, lui, pensant bien faire, l'a acheté et a essayé de faire ses patates, mais il s'est rendu compte qu'il y avait plus de roches que de patates qui sortaient de là. Donc, il l'a pris et il l'a mis sur une digue de roches. Puis il est resté là pendant 40 ans. Non. Encore une fois, Jacques Rousseau, en passant, a vu celle de la pièce. Ils ont même été obligés de scier 2 arbres qui avaient poussé à travers la pièce pour la sortir de là, l'amener, la restaurer et la mettre en valeur. Aïe, quelle belle histoire. C'est ça, derrière chaque objet, il y a toujours cette Il y a toujours une histoire. On parle aussi beaucoup de métier Il y a 2 chaises de barbier, parce qu'il y avait beaucoup de barbiers, il y en a eu beaucoup, mais on a récupéré aussi des belles choses de ces barbiers-là. Bon, les barbiers, c'est toujours des personnages un peu particuliers. C'est presque une vocation. C'est une vocation. Oui, c'est une vocation, mais en même temps, c'est des personnes assez colorées souvent. Fait que tu avais le barbier Lévesque, qui était le barbier, je dirais, d'un peu de la bourgeoisie. Il était son lieu d'exercice, c'était justement chez Baudouin, sur la rue Laurier, qui est le centre administratif. Donc, tu as une clientèle pour ça. Et on a réussi à mettre la main sur sa chaise, beaucoup d'accessoires. Et tu avais un autre barbier, M. Letourneau, qui est beaucoup plus du grand public, puis il se spécialisait beaucoup plus pour les jeunes. On a récupéré beaucoup de pièces de la famille, d'ailleurs, c'est aussi des donations, et dont le fameux fil de fer que tu peux faire circuler d'une chaise à l'autre, le rasoir. C'est exceptionnel et très rare. Okay. On le voit dans des catalogues, ça, mais on n'en voit jamais comme tel. Et le personnage, presque tout le monde qui ont visité l'expo nous ont tous dit la même affaire. J'ai été sur cette chaise-là. Puis il dit, ils nous ont tous conté la même histoire.
ça coûtait 10 sous, se couper les cheveux. Il a dit, quand on était tranquille, là, sur la chaise, il nous remettait 5 sous après, puis il disait, va au magasin général t'acheter des bonbons. Donc. Il l'a fait à peu près partout. Fait que tu vois, c'est un personnage qui a marqué une Que période. tout le monde se souvient. Tout le monde se souvient. On a aussi des objets sur la boulangerie Jolicoeur. Ça aussi, c'est un... Ah, ben écoute, la boulangerie. important dans le village. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir du pain. Oui. Mais dans le temps, le pain, il était fait sur place. Et il était livré par les Jolicoeurs. C'est une institution. Tu sais, des fois, tu as un hôtel, tu as un restaurant, etc. Ici, la boulangerie Jolicoeur, c'est une institution. Tout le monde le connaissait. On livrait le lait, on livrait le pain. C'était une époque où on servait bien sa clientèle. Oui, mais c'est parce que souvent, les magasins généraux, qu'on parlait tout à l'heure, n'avaient pas de congélateur. Avaient très peu de choses électrifiées pour conserver. Oui. Fait que tu n'avais pas le choix. Les bouchers d'époque, il y avait une chambre froide. Mais pourquoi on appelait ça une chambre froide? C'est parce qu'il y avait des blocs de glace dedans. C'était pas refroidi comme aujourd'hui, là. Et la viande, on ne pouvait pas la conserver, on allait dans la l'acheter à chambre mesure. froide, puis on allait la chercher à mesure. On a aussi des objets, des photos sur les garages. Et là aussi, je pense que Disraeli a été important dans les vendeurs, soit d'auto, de motoneige, mais dans les garages en général, il y a aussi beaucoup à dire. Bon, les gens de mon âge se souviennent qu'il y a eu jusqu'à 5 concessionnaires à Disraeli. Mais des gros concessionnaires, plus un concessionnaire qui n'était pas loin ici, qui vendait de la machinerie agricole, des tracteurs, des camions. Puis ils vendaient même du second. Mais tu dis, 5 concessionnaires à l'époque, il n'en reste aucun aujourd'hui. Ouais. Et donc, comme tu parlais de garage, bien, il y a eu 7 garages à Disraeli avec les concessionnaires. Fait que ça fait beaucoup d'activités. Donc, c'était des gens qui étaient vraiment présents. On parle aussi du cordonnier, on voit des bottes, des chaussures. Il y a aussi des personnages typiques là-dedans, je pense. C'est vraiment la même raison. Le cordonnier, tu vas tout faire réparer. Tout ce qui est en cuir, c'est lui qui répare. On achète les souliers du dimanche, oui, mais le soulier de semaine est fait par le cordonnier. Les sacs d'école sont faits par le cordonnier, tous les accessoires. Puis si tu veux, ton harnais est brisé pour ton cheval, atteler ton cheval, tu n'as pas le choix. C'est le cordonnier qui te le répare. Et les souliers, on les garde longtemps. Hein? Bien, c'est l'avantage, c'est qu'à l'époque, vu que tout était en cuir et cousu, Tout se remplace. Tout se remplace, donc on ressemelle régulièrement les souliers, les bottes, etc. On les ferre aussi, on les ferrait, je me souviens. Oui, parce que les ferrés, c'était pour le dimanche. Et les cloutés, c'était pour les draveurs. Fait que tout est adapté à la fonction que tu fais. Fait que, automatiquement, tu as eu 3 cordonniers ici en même temps qui ont très bien vécu. Il y a aussi une autre machine qui a beaucoup intrigué les visiteurs. C'est une machine à jetons. Est-ce que je suis correct? Oui. Ça servait quoi? La machine à jetons, il faut dire qu'au Québec, c'est pas exclusif à Disraeli, sauf que la beauté de la chose, c'est que la machine à jetons, la seule que je connaisse, vient de Disraeli, qui a été conservée. Okay. C'est des jetons. C'est une machine dont tu passes en cuir bouilli dedans, qui fait un jeton. Et l'employeur payait ses employés avec des jetons en cuir. C'est comme la monnaie. C'est comme la monnaie pour payer ses employés. Et il devait aller chez son frère, des Shampoing et Frères, pour magasiner, pour échanger contre de la marchandise. Cet argent-là était bon juste pour aller là. Oui.
C'est comme si, on fait un aparté, là. Ouais. C'est comme si Canadian Tire payait ses employés avec des- de l'argent Canadian Tire. C'est la convergence qu'on appelle C'est aujourd'hui. à l'époque, mais vraiment que ça s'est fait aussi à Thetford. Oui, Ça s'est fait dans une mine d'amiante à Thetford, le King, oui. pendant près de 25 ans. Alors, c'était une coutume. ça. C'était une coutume, disons que c'est une façon de faire. Il faisait de l'argent deux fois, autrement dit. On a aussi, parmi les objets qu'on voit, un très beau coffre de menuisier, je pense. Et là-dedans, on retrouve vraiment ce que les gens avaient besoin pour bâtir une maison ou bâtir un... C'est le coffre d'outils du moulin à Simorin. Le frère du propriétaire, lui, une fois que le bois était coupé, offrait de construire une maison avec ce coffre-là. Donc, tu as un coffre qui date de 1885-87 à peu près jusqu'à 1940. Les outils sont évolutifs dedans, comme un coffre normal est supposé d'être. Et c'est probablement un des plus beaux coffres au niveau bâti du coffre. C'était un peu sa carte de visite. Quand tu as un beau coffre comme ça, martoisé, ferré, en bon état, avec des outils bien entretenus, ça te donne ta carte de visite. Les gens ont confiance beaucoup plus que si tu ramasses un paquet d'outils. On y voit aussi plusieurs exemplaires d'enseignes de police. Disraeli a eu sa police. On l'a eu de bonne heure, ce corps policier-là? Ou... Bon, les premières polices, 1898, c'est un garde, si tu veux, qui s'occupe des gens qui sont en état d'ébriété. Ce qui arrive à l'occasion. Oui, bien, on parle souvent Des bûcherons, des draveurs et autres. Et on fait une petite prison qui ressemble plus à une shed à bois. Pour les garder pendant qu'ils sont trop sous durant la nuit. Puis encore là, c'est une amende de 3 par... 3 pour être chaud. si tu calcules, là, ça fait 30 heures d'ouvrage. Palais. 10 $, là, ça fait 30 heures d'ouvrage. Fait qu'on a dans une vitrine, effectivement, un exemplaire de chacune des pièces. Et celle du centre, D' Israeli, Ben oui. c'est la plus vieille appellation de Disraeli. C'est la première plaque de la Alors, police. on rappelle que Disraeli peut s'épeler ou peut s'épeler, ou on l'a déjà appelé, de 3 façons. De 3 façons différentes. La première, D' I majuscule avec Israeli. Dans les années 30, c'est tout d'un seul mot, mais avec un tréma. le fameux tréma. Le tréma. Et dans la période, disons, plus populaire, civile, si on veut dire, on a enlevé justement le tréma. C'est une exposition qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de visiteurs. C'est On a eu des records. 4800 visiteurs en 3 semaines. Et des gens de l'extérieur autant que de l'intérieur. Oui, parce que la journée des retrouvailles à Disraeli, beaucoup de gens venaient de l'extérieur. Et cette journée-là, on a eu plus de 1200 personnes dans l'expo. Moi, ce qui me fascine un peu, c'est d'entendre les commentaires quand les gens ont passé une demi-heure, 1 heure, 2 heures, parce qu'il y en a qui font le tour, là, ça ne presse pas. Mais quels sont les commentaires les plus communs ou les plus intéressants que tu as entendus? Bon, on avait la photo, on avait toujours l'objet qui allait avec la photo. Ça, c'est la formule que tu préconises. Oui, hein? parce que les gens vont voir l'objet, des fois, ça ne dit pas grand-chose. Mais en regardant la photo, ils disent « Ah, c'est l'enseigne qu'il y avait sur un tel. » Parce qu'on avait des enseignes, on avait un peu de tout. Fait que les gens, là, le visuel ramène à l'histoire. Tu sais, c'est comme un choc, c'est comme un démarreur. Tu regardes l'image, tu dis « Ah, ben oui, je m'en souviens. OK. » Fait que là, ça t'amène. Fait que tout au long de l'expo, les gens nous disaient « Mon Dieu, on a l'impression de revivre les années 30, 40. Alors, c'est le but, c'était un peu le but, mais les gens ont vraiment saisi ce qu'on voulait faire avec cette exposition-là. Oui, puis comme je te disais, quand tu arrives devant la chaise du Père Letourneau, puis tu as sa photo, puis tu le vois en train de couper les cheveux d'un petit. Et là, tout le monde te demande, c'est qui c'est celui que je pense, le petit? Puis effectivement, c'était un autre barbier qui
va devenir barbier beaucoup plus tard. Puis on est chanceux parce qu'il y a une partie des visiteurs qui font partie de cette époque-là aussi. Ils ont eu la chance, parce que les jeunes ne l'ont sûrement pas connu, mais il y en a beaucoup qui, justement, sont assis à la chaise ou ont été à la boulangerie dans le temps ou ont vu ces gens-là. Écoute, quand on parlait de la boulangerie, en voyant les photos, en voyant les moules, les gens ont toutes la même réaction. Oh mon Dieu! Le gâteau 3 couleurs, parce qu'ils faisaient en fin de journée des gâteaux 3 couleurs glacés. OK. Puis ça, tout le monde se souvient des fameux gâteaux 3 couleurs. Il manquait juste la senteur. Bien, on aurait peut-être dû, effectivement. Bien, merci beaucoup. Ça me donne il y a d'autres images, j'avais beaucoup de choses à parler, mais je pense que ça résume un peu qu'avec des éléments comme ça, puis des photos, si on met les deux ensemble, on peut créer une histoire, ambiance. puis faire revivre surtout, quitte à sentir le gâteau 3 couleurs, s'il faut. Merci beaucoup, Guy. Merci à vous d'avoir été là. C'était Si on parlait patrimoine, édition spéciale 150e de Disraeli, et on parlait de la vie à Disraeli. Là-dessus, je vous dis bonjour au nom de Guy et de moi-même, et on se retrouve pour la prochaine émission.